Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. C'est peut-être la première fois que vous entendez la voix de mon invité. Non pas qu'il soit un taiseux, mais il est l'homme des coulisses. C'est un homme de l'ombre qui maîtrise la lumière. Tapis dans la régie, marionnettiste du PAF, on lui doit certains des plus beaux succès de la télévision de ces 30 dernières années. Vous connaissez forcément son travail parce qu'un jour vous avez regardé la télévision et qu'un jour vous avez partagé une vidéo brute. Assommons-nous de chiffres. 6 millions de vidéos brutes vues par jour rien qu'en France. On parle d'1 milliard par mois dans le monde. Et à l'origine de tout ça, 4 mecs. 4 anciens de Canal, dont mon invité, Renaud Levanquim. Homme de télé, il a su se réinventer, se renouveler et finalement participer à inventer une nouvelle façon d'informer. Il fallait que j'en sache plus, il fallait que l'on connaisse les dessous de ce succès contre toute attente. Salut Renaud. Bonjour Alexandre. Un sacré morceau du PAF, certes, mais tout n'a pas été un fleuve tranquille pour toi. Tu as débuté des études de médecine, mais tu as arrêté au bout de 2 ans. Tu rêvais de cinéma, Chabrol, Romer, Godard, Truffaut, et tu rejoins la télé. Est-ce que tu penses que cette première partie de ta vie, c'était des rendez-vous manqués ? Oui, parce que j'étais pas du tout... Enfin, je fais pas exactement ce que je souhaitais faire quand j'avais 20 ans. Je voulais être cinéaste. Et donc, à l'époque, il y avait une grande école de cinéma qui existe toujours, qui a changé de nom, qui s'appelait à l'époque l'IDEC, qui s'appelle la FEMIS aujourd'hui, qui est une école d'État, qui devait engager, recruter qu'une vingtaine de personnes sur plus de 1000 personnes qui concouraient. Et j'ai raté 3 fois cette école, et on n'avait pas le droit de la passer 4 fois, sinon j'aurais tenté une 4e fois, mais j'avais pas le droit. Et donc j'ai ensuite fait une école de cinéma technique qui s'appelle l'école aux Lumières, qui est l'autre école d'État, mais qui fabriquait plutôt des directeurs photos, etc., des scripts, des ingénieurs du son. Et j'ai fait ça. Mais comme en parallèle, je fais des études de médecine puis de biologie, j'ai eu un parcours d'origine qui était un peu chaotique et puis un peu mélangé. Et quand est-ce que tu te rends compte que tu seras jamais cinéaste ? Est-ce qu'à un moment tu t'es rendu compte de ça ? En fait, moi j'ai commencé j'étais assistant opérateur en long métrage, c'est-à-dire qu'à l'époque le cinéma c'était la pellicule, maintenant plus beaucoup. Et donc il y avait des assistants opérateurs, des deuxièmes assistants opérateurs, donc c'était au bas de l'échelle des assistants opérateurs, qui chargeaient les magasins de pellicules, qui vérifiaient la fixité d'objectif, qui faisaient des tas de choses qui étaient indirectement liées à la caméra, mais qui ne mettaient pas l'œil dans le viseur. Et je faisais ça, donc j'étais très heureux de faire ça sur des longs métrages. Tu te souviens de ton premier long métrage ? Oui, mais les premiers films que tu fais en général, c'est des films de copains ou des films d'auteurs qui ne voient pas forcément le jour d'un point de vue d'une commercialisation importante. Je me souviens de pas mal de films, mais les premiers, c'est toujours des tentatives très parallèles. Mais en tout cas, moi, je me souviens bien qu'à un moment donné, on m'a proposé d'être caméraman en reportage, donc à la télévision. Et pour moi, je changeais de statut parce que je passais d'un endroit où je chargeais des magasins de pellicules à un endroit où je mettais l'œil dans le viseur. Et puis quand on aime l'image, ce qui était mon cas quand j'étais beaucoup plus jeune, et même aujourd'hui d'ailleurs, le fait de pouvoir prendre une caméra et de filmer avec, même si le sujet est plus de la fiction ou du cinéma, mais du reportage, donc la vie, c'était attirant. Et donc j'ai switché à ce moment-là. Puis je me suis rendu compte que je passais d'un univers qui était un univers de reconstitution de vérité, mais qui n'était pas forcément la vérité, qui est des films, des histoires, à un univers qui était la quête de la vérité, parce que j'étais, comme on appelle ça aujourd'hui, journaliste reporter d'image au départ à la télévision. JRI. JRI, exactement. Donc c'était ça. Ouais. Quelqu'un t'a tendu la main ? Tu as trouvé ça facilement à l'époque ou... En fait, non, j'ai cherché pas mal. Enfin, à l'époque, il y avait je me souviens, même dans le cinéma, il y avait un journal qui s'appelait Le Technicien du film et de la vidéo, qui était distribué que en kiosque aux Champs-Élysées, parce que c'était un journal professionnel, donc on ne savait pas comment l'acheter quand on n'était pas un professionnel de la profession. Et moi, j'allais toutes les semaines aux Champs-Élysées pour acheter le journal, et puis derrière, il y avait les tournages de films, et puis j'appelais les directeurs photo sans arrêt. Et un jour, il y a un directeur photo qui est plus de ce monde, qui s'appelait Edmond Richard, qui est un grand directeur photo de cinéma, qui m'a dit, je vous prends, il y a un film que je fais avec Robert Hossein, si vous voulez, je vous prends comme deuxième assistant. Et le film s'est pas fait. Et ça a créé une autre aspiration chez moi. Comme le film s'est pas fait, il considérait qu'il était embêté vis-à-vis de moi, qu'il avait une dette. C'était un monsieur très élégant. Et il m'a dit, moi, je suis patron de la commission supérieure technique du cinéma, de la CST, qui était à l'époque un des organismes qui votait, qui remettait un prix technique au Festival de Cannes. Et il m'a dit, je te vais rentrer comme membre de la CST, puisque tu aimes ça. Et donc, j'ai commencé à aller à Cannes les premières fois, il y a très longtemps, en tant que membre de la CST. Alors, je dormais dans une voiture près de la gare à Cannes, mais en tout cas, j'avais des places pour aller voir des films. Et sur la télévision, je suis parti à un moment donné rejoindre des amis en Australie,
Et là-bas, j'ai fait la connaissance de toute une équipe qui faisait du reportage musical. Et j'ai rencontré la génération des musiciens de l'époque, c'est In Excess, Midnight Oil, les débuts de Kylie Minogue. Et c'était beaucoup plus facile qu'ailleurs, à l'époque en Australie. Et j'ai commencé à faire des reportages sur eux et que j'ai proposé à des magazines français de musique. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine Decaune il y a très très longtemps. Et c'est comme ça que ça a démarré. Puis ensuite, j'ai fait pas mal de reportages un peu partout. Et ensuite, j'ai rencontré l'équipe de TF1. À l'époque, la patronne des divertissements, mais TF1 était une chaîne de journalistes et de divertissement, même si elle faisait du cinéma, de la fiction, du sport, la partie divertissement de TF1 était très importante. Et la patronne de cette équipe-là, elle s'appelait Dominique Cancien, au sein du divertissement. Et j'ai commencé à travailler avec cette équipe-là. Je suis devenu réalisateur là-bas. Tu parles de TF1, mais il y a eu aussi, avant ou après, iTélé, Canal+, M6, la production du Grand Journal, le Sacré Soirée, l'ouverture, la clôture du Festival de Cannes, la cérémonie des Césars, le Grand Show du Bourget. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que tu as eu envie un jour de passer devant la caméra ? Jamais. Parce que c'est souvent... De l'autre côté du miroir ? Ah oui, exactement. Non, jamais. Non, jamais. Franchement, c'est pas mon truc du tout. D'abord, je serais pas bon. Et puis, je suis pas fan. Mais même là, je suis pas super à l'aise non plus. Enfin, j'ai l'air comme ça, mais je suis pas un des exercices que j'aime ça. Non. Puis, moi, j'avais envie de fabriquer. Et j'avais envie d'être en régie. Et c'est un peu comme moi, j'ai souvent comparé mon métier à la cuisine. Quand je faisais des grands directs, ou quand j'en fais encore, mais je réalise beaucoup moins, ou quasiment plus, mais je me comparais un peu à un chef en cuisine. Il y a un service, il est midi, les gens vont arriver, et là il y a un coup de feu, où tout le monde doit être en place, et c'est vraiment une notion de service. Je préférais être en cuisine que dans la salle. Parlons de toutes ces émissions que tu as produites, quelle est l'émission que tu as préféré réaliser dans toutes ces années à la télévision ? Mes souvenirs les plus mémorables, moi, de réalisateur, c'est le Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, on ne fait pas que capter un événement préexistant à soi-même, ce que font souvent la télévision, mais on produit l'événement pour le capter. Et donc il y a un moment avant l'événement qui est, il faut faire la mise en scène du Festival de Cannes. Moi j'ai adoré ça parce qu'à l'époque, c'est Michel Denisot qui m'a proposé de faire ça. Je crois que c'est Michel Denisot et Gérard Depardieu qui avaient pensé, qu'on avait parlé avec Pierre Lescure et Alain Degreffe, et ils avaient décidé de ne plus confier les cérémonies à un animateur de télévision, mais aux artistes eux-mêmes. Et que ça se passe entre eux. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de travailler avec des immenses acteurs et actrices dans un contexte qui est très particulier pour eux, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils font d'habitude. Il n'y a pas 10 prises, il n'y en a qu'une seule, c'est en direct. Ouais. Et donc, c'est assez périlleux. Et donc ça, c'était grand souvenir de réalisation. Dans tout ce que tu as pu réaliser et produire, est-ce qu'il y a une émission que à l'inverse, tu dis, tiens, celle-là, j'aurais pu ne pas la faire ? Tu es fier de non, il y a plein d'émissions que j'ai ratées. J'ai pas d'émissions dont j'ai eu honte. Il y a des moments de télé que j'aurais pas fait. J'ai pas de souvenirs là, mais il y a des moments donnés, quand on produit une émission, on se dit tiens, j'aurais pas dû poser cette question, j'aurais pas dû produire cette séquence. Ça m'est arrivé. Mais des émissions, non, je sais pas, j'ai honte d'aucune émission. Puis, bon. J'ai vu que ton surnom, en tout cas un de tes surnoms à TF1 était le chinois. Alors je rappelle à nos auditeurs que tu es d'origine vietnamienne. Tu expliques que ce sobriquet n'avait aucun caractère raciste et même que ce surnom te distinguait. Alors, pour être franc avec toi, j'ai un peu du mal à le croire. En tout cas, c'est peut-être la vision que tu avais peut-être à l'époque. Parce que le paysage audiovisuel français n'est pas connu pour une grande diversité. Est-ce que ça, c'est pas du racisme ordinaire ? Comment tu le vivais, toi ? Moi, je le vivais pas mal du tout. Alors après, si on a un débat éthique sur le sujet en soi, peut-être. Moi, pas du tout. En vrai, je le vivais pas mal. Pour plein de raisons. D'abord, il y a un truc qui est... encore une fois, j'ai 60 ans, je viens d'une génération où les tolérances, ça n'allait pas de soi. À l'époque, quand j'avais 10 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, Alexandre, toi, tu es plus jeune que moi quand même. Tu vois, il y a souvent des auditeurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tolérances, je ne dis pas qu'on y est complètement, mais qui ne sont pas les mêmes vis-à-vis des sexualités, des genres, des ethnies, etc. Il y en a. Moi, je viens d'une époque où c'était pas usuel. Donc, objectivement, ça me paraît vraiment rien. Par ailleurs, moi, je suis d'origine vietnamienne, mais mes parents avaient un souci d'intégration. J'ai pas vécu dans une communauté vietnamienne, ils voulaient absolument qu'on s'intègre. Donc moi, j'ai passé ma vie de jeune sans refuser qui j'étais. Alors après, je me suis jamais posé la question dans des termes très analytiques, mais j'ai passé ma vie d'enfant et d'adolescent à essayer de me distinguer avec ce que j'étais d'un point de vue physique, parce que ça se voit quand on est vietnamien par rapport à un Français, mais je le vivais pas comme une brimade ou une vexation. Enfin, il y avait rien j'étais pas gêné par ça. Après, par extension, qu'on dise les Chinois, lui dire les Vietnamiens, c'est... Tu penses pas qu'aujourd'hui, tu serais le Renaud aujourd'hui qui a 25 ans ou à 30 ans qui rentre chez TF1 ou dans un média, tu penses pas que le mec qui dit ça, tu irais vers lui, tu mettrais une droite ? Non, moi je pense que, pour être très franc, c'est pas du tout une posture, c'est vraiment très sincère,
Je pense que c'est la vérité. Bon, je suis pas chinois, je suis asiatique. Ça me dérange pas qu'on m'appelle l'asiatique. On va dire ça comme ça. Après, ça me résume pas. Mais tant que les gens le disent comme ça, il se trouve que j'ai des amis qui m'appellent comme ça. Donc ça me dérange pas dans le métier. Enfin, vraiment, j'ai jamais été gêné par ça. Tu t'es peut-être habitué. Oui, mais si tu veux, c'est comme si quelqu'un est breton, on l'appelle le breton. Moi, j'ai entendu dire, qu'on parlait de, je sais pas, de Bertrand Maheu, de Vincent Bolloré ou de Patrick Lelay qui sont bretons, le breton. On ne considère pas que les types sont bretons, on les appelle le breton, c'est vexatoire. Mais tu penses qu'aujourd'hui, le penduli est allé trop loin de l'autre côté en disant on n'accepte plus justement le. Pour être très précis, ça dépend des sujets. Je pense que sur le sujet des femmes, la pendule n'est pas allée trop loin et c'est bien qu'elle y aille, parce que ça a été tellement dur pour elle pendant longtemps que c'est bien que ça y aille. Sur plein d'autres sujets, je suis un peu d'accord avec le bouquin de Dupond-Moretti, je trouve que il faut un peu arrêter, on peut quand même se dire les choses, parler, c'est pas très grave. Moi, on m'a déjà traité, ce qui m'a beaucoup vexé, j'ai entendu il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, et en plus celui-là, il est Nyakwe ». Ça, j'ai pas aimé, ça m'a vexé. Mais le chinois, je m'en fous. Et pour toi, la différence entre un chinois et le Nyakwe, c'est... Elle est sémantique, au sens où le chinois, ça définit quelqu'un sans qu'il y ait de jugement de valeur. C'est une réalité. Je suis pas chinois, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Le Nyakwe, c'est clairement vexatoire, je trouve. À l'école, en revanche, tu disais que c'est là où tu en as peut-être un peu souffert. Est-ce que tu penses que ça t'a endurci ou quand tu cherchais un logement, enfin, est-ce que... Logement, j'ai eu une histoire rigolote, mais ça m'a fait marrer. Plutôt, c'est que le premier appart que je loue, avec ma copine quand je suis étudiant, je suis tellement content de l'avoir parce que c'était plus facile qu'aujourd'hui. Quand je vois les jeunes qui louent des apparts là, je sais pas comment ils font, s'ils n'ont pas 17 cautions, ils n'y arrivent pas. À l'époque, c'était plus simple, je le loue et je viens de chercher les clés 15 jours après parce qu'ils se libéraient. Et j'arrive à l'agence me dit « Je suis désolé, monsieur Levanquim, vous l'avez pas. » Finalement, la propriétaire l'a repris. Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce qu'elle vous a vu dans l'escalier, elle avait peur que ça sente la friture, donc elle s'est dit non. » Donc ça m'a fait. Ça fait sourire. C'est un préjugé idiot, mais oui. Non, sur le moment, t'étais pas juste. Non, je me souviens pas du tout avoir souffert de ça. Très sincèrement, je me souviens avoir pas eu envie de dire que j'étais asiatique, puisque quand j'étais à l'école tout petit, je faisais croire que j'étais eurasien. Et puis quand ma grand-mère m'amenait à l'école, qui était très vietnamienne au sens même vestimentaire, je lui demandais de changer de trottoir à 100 mètres de l'école. Donc je voulais, mais je pense que les enfants, ils n'ont pas envie de se distinguer, ils ont envie d'être comme les autres. C'était pour cette raison-là. Et puis moi, à l'époque, là, l'école, encore une fois, c'était pas les usages. Je devais être le seul étranger, il y a que des blancs. On peut dire ce qu'on veut, mais la société, c'est métissé un peu quand même, donc heureusement. Être issu justement de la diversité ou de l'immigration, t'as dû travailler plus dur ou tu penses que pas vraiment ? Donc non, Enfin, me concernant pas, après, ce que je pense que c'est un sujet général, ce que tu dis toi, mais me concernant, il faut être très franc, non, pas du tout. Et toi, dans la capacité que tu as eue à faire progresser certaines personnes dans ton entourage, est-ce que tu as peut-être d'une manière invisible utilisé ce terme de quota avec des gens que tu vas essayer de faire monter plus vite, parce que pas du tout. Non, d'ailleurs, je crois pas, non. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui m'a endurci jeune, c'est pas l'expérience de la différence, pour reprendre ce que tu dis, c'est l'expérience de la vie. Moi, j'ai été très vite responsable de famille jeune, donc ça a dû conditionner mon plaisir à diriger une entreprise. Mais diriger une entreprise pour la mission d'avoir les moyens de tes ambitions, pour avoir pour la protection des gens pour qui tu devais travailler. Je trouve que moi, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Mais une des choses qui me valorise beaucoup, aujourd'hui en tout cas, et qui est difficile, c'est le fait de réussir à avoir une entreprise qui a une croissance, qui rend les gens heureux, qui fait de la justice sociale et qui est cool à vivre. Alors ça, c'est un truc très compliqué à obtenir, et ça, c'est l'une des choses qui me fait le plus plaisir, qui me valorise le plus ou qui me rend le plus heureux d'un point de vue professionnel en tout cas. En 2016, donc Vincent Bolloré reprend les rênes de Canal+. C'est pas forcément un secret, je crois, que tu étais contraint de quitter la chaîne à ce moment-là. Après plus de 30 ans... Ça s'est pas passé comme ça. Ah, vas-y, En fait, d'abord, je me suis jamais fâché avec Vincent Bolloré parce que je le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Ça, c'est quand même... Je ne connais pas. Donc, j'ai pas de... T'as essayé de le rencontrer ou... J'ai dû envoyer un texto une fois, mais bon, il a dû en avoir 12 000. Mais j'ai pas de sujet personnel avec Vincent Bolloré. Et en fait, c'est plutôt moi qui ai suscité ça. Et ça s'est passé très simplement. Maxime Saada à Canal+ me dit, alors que Rodolphe Bamer n'est plus là, c'est le premier partir, moi je suis le deuxième, donc c'est en train de se réorganiser, me dit tiens, on va continuer le Grand Journal dans ces conditions-là. Et moi je dis dans ces conditions-là, j'y crois pas du tout.
Donc je souhaite pas continuer dans ces conditions-là, donc je veux bien le voir, pour lui dire, mais en tout cas, ce que vous me proposez, ça me va pas. Et Maxime me dit, très sincèrement, il me dit, t'es sûr que je dis ça? Parce que je dis oui, tu dis ça. Et j'ai dit ça, et donc il a dit, on arrête le Grand Journal. Et après, ça s'est accéléré. Mais j'ai pas de sujet avec lui, je l'ai jamais rencontré, encore une fois, sans leurrer. Mais le point était que tout d'un coup, ce que tu faisais au quotidien depuis une trentaine d'années s'arrête. Ouais. D'une manière assez brutale, même si c'était décidé et voulu. Qu'est-ce qui se passe avec Renault en 2016? Moi, là, d'abord, je me dis, je dois avoir 56 ans, je me dis, je vais arrêter la télé. Je vais aller faire du cinéma, c'est ça qui m'intéresse, donc je vais aller réaliser des films, en écrire. En tout cas, je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis toujours, que j'ai jamais fait, et puis je me sens suffisamment armé, costaud, pas inquiet pour y aller avec confiance. Et à ce moment-là, je reçois 2 textos qui ont quand même changé, et c'est marrant la vie, mais qui ont quand même changé l'ensemble de ma perception de ce qu'allait être un avenir, si je voulais en avoir un dans le travail en tout cas. Le premier, c'est un de Xavier Niel, qui m'envoie un texto qui me dit Renaud, je suis toujours là pour aider les jeunes. Il se moquait de moi parce que je n'étais plus entrepreneur toujours, avec un smiley. Et le deuxième, c'est un texto d'un ami, qui est Karim Rissouli, qui est le présentateur de l'émission C'est politique aujourd'hui, et qui m'envoie un texto me disant si t'arrêtes, j'ai l'impression que c'est mon père qui me met un coup de couteau dans le dos, parce que nous, on te suit, on te fait confiance, et tu peux pas nous laisser au milieu du chemin. Et donc j'ai vu mes 2 potes, Karim Rissouli et Mathias Hillion, qui est son rédacteur en chef, son producteur, et je leur ai dit ok, je vais refaire un peu de télé, en tout cas dans votre couloir de nage à vous, qui est l'information et la société, pas le reste, au moins. Et puis après, j'ai donc et ça, c'est ça qui a déclenché Brut, en fait. Il se trouve que au-delà de ça, j'avais rencontré quelques années avant un garçon qui s'appelle Guillaume Lacroix, qui était lui producteur, avec qui on s'était associés pour faire des choses ensemble, et qu'il avait décidé de partir avec moi et de me rejoindre, et d'imaginer qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Et donc cela, puis avec une partie de mon équipe historique, on s'est remis à la Cité du Cinéma, où Luc Besson nous avait prêté des locaux, et on s'est dit on va refaire de la télévision à minima avec Karim Rissouli et Mathias Hillion, et on a proposé des émissions de société et de politique aux chaînes de télévision, et comme on avait du mal, on n'y arrivait pas, un jour Guillaume Lacroix a dit, donc c'est parti de lui, on s'en fout, on va pas commencer à attendre les chaînes, on n'a qu'à le faire sur internet, on n'a qu'à vendre un truc à Vice, ou le faire sur le digital, ou sur les réseaux sociaux, faisons ça. Et on a commencé à faire ça. Et à peine on a commencé, on s'est dit, il nous faut quelqu'un pour le faire. C'est quand même un sujet éditorial très particulier. Et il se trouve qu'il y a un type que je connaissais depuis très longtemps, parce que c'est un ancien de ma première maison de production, qui était là quand on a créé le Grand Journal, et qui a été un des architectes du Petit Journal avec Yann Barthès et Laurent Bon, et qui s'appelle Laurent Lucas. Et lui, c'est quelqu'un qui a une vraie envie, et donc une bonne expérience de comment raconter l'info, ce qu'il avait fait, lui, avec cette équipe à l'époque du Petit Journal, aux millennials. Et lui, il commençait déjà à se dire, les millennials, ils ont changé de paradigme, ils sont plus dans les mêmes usages, ils regardent plus la télévision, ils commencent à regarder les réseaux sociaux, il avait envie d'aller vers ça, et donc on s'est rencontrés, on a créé Brut. Et ça, c'était à quel moment après ton départ de Canal+? C'était 6 mois après, et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, je vais prendre un café, c'est vraiment le hasard, hein, et je tombe sur Roger Coste, qui était, moi, un mec à qui je me suis beaucoup engueulé dans les années du Grand Journal, parce qu'il était le directeur de la régie de Canal. C'est-à-dire, c'est lui qui mettait la pub dans mon émission, et moi, j'étais pas content, parce que je trouvais que la pub était trop grande, pas au bon endroit. Donc, on n'arrêtait pas de s'engueuler avec beaucoup de sympathie, mais on s'est quand même pris la tête tous les deux. Et je le croise dans un café parisien, et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis parti de Canal. Et je dis, ah bon, et tu fais quoi? Il me dit, là, j'ai ça, mais je lui dis, t'as pas envie qu'on fasse un truc ensemble? Je me demande pourquoi. J'adorais ce mec. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense que j'avais du respect et de l'admiration pour lui, mais que ça s'était pas exprimé au travers d'un projet ensemble, ça s'était exprimé dans des conflits. Et je lui dis, tu veux pas nous rejoindre? Et évidemment, il a été l'un des architectes importants de Brut. Vous êtes donc les 4 mousquetaires de Brut. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous 4 qui était... Donc, tu as parlé aussi de Luc Besson, tu as parlé de Xavier Niel. Là, on arrive après, à c'est des gens qui sont pas médiatiques, mais il y a plein de gens importants. Ouais. Moi, j'ai rencontré il y a 40 ans un type qui était charcutier traiteur, qui s'appelle Arnaud Crétain, qui est devenu ensuite un assistant de production, un chargé de production, un directeur de production, un chef de production, et qui est aujourd'hui
le patron de l'ensemble de l'exécution de la production de Brut. Et objectivement, il n'y a pas ce mec-là dans ma vie, j'y arrive pas. Donc là, on comprend l'idée de Brut. Ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que elle provient d'un échec ou un semi-échec. Vous n'arriviez pas à vendre vos produits, peut-être que ces chaînes auraient acheté vos produits. Vous aurez continué dans ce couloir de nage que vous connaissez parfaitement. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont parfois du mal et qui disent tiens, comment je peux me réinventer. Ça sert aussi à ça, les échecs, c'est de pouvoir essayer de trouver une solution à ces échecs. Pourquoi le nom Brut, Renaud ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du rédacteur en chef, du producteur de Karim Rissouli, qui s'appelle Mathias Lyons. Il n'arrêtait pas de dire, mais sans arrêt, vous comprenez les gars, qu'il faut qu'on fasse de l'info brute, on n'en peut plus, etc. C'était un élément de langage qu'il avait tout le temps, donc c'est lui qui a créé ça. L'Internet a permis de nombreux néologismes. On sait par exemple, on Uberise, on Googleise, et on entend de plus en plus aujourd'hui faire une vidéo à la brute. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi une vidéo à la brute ? C'est marrant parce qu'on a eu des explications successives sur ce qu'on faisait. On a vraiment appris en marchant avec Laurent et Guillaume. Au départ, on disait on fait un média digital. Enfin, on fait des vidéos sur le digital. Après, on s'est dit non, on fait des vidéos sociales parce qu'on est quand même au départ. Maintenant, on est un peu ouvert sur d'autres types de plateformes, mais on était vraiment que sur les réseaux sociaux. Après, on s'est dit, et je pense que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on est, on s'est dit on fait des vidéos en fait qui engagent des conversations. On a vécu avec ce terme-là pendant longtemps. C'est-à-dire que nous, on avait une obsession, c'était d'engager des conversations parce qu'on se disait, en fait, nous, notre public, qui est plutôt une communauté aujourd'hui, il n'aime pas qu'on lui dise quoi penser. On n'est même pas une arme anti-fake news, on ne lui dit pas ça c'est juste, ça c'est faux. Nous, on essaye de mettre en perspective des sujets, de les mettre en contexte, de raconter l'histoire d'un événement, et après on engage des conversations, et c'est les conversations qui suivent la publication de la vidéo qui, elles, oriente ou pas, ou crée de la discussion, de la polémique, ou pas d'ailleurs, ou de la pédagogie autour de la vidéo. Et ensuite, on s'est dit, moi très vite, je me suis dit, on est en train de faire un média, quand même. J'ai eu cette perception qu'on ne faisait pas des vidéos, mais qu'on était devenu un média. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce média, il engage les conversations, mais qu'il est considéré par la génération, les 70% minimum de ceux qui suivent Brut ont moins de 35 ans aujourd'hui, il est considéré comme une valeur pour eux. Donc en fait, mais très franchement, quand je travaillais pour Canal+, j'avais une sensation, alors que c'est un média dit traditionnel, mais ça n'a pas beaucoup de sens, média traditionnel pour moi et média nouveau, mais que c'était pareil, qu'un média, il a une responsabilité de relation, qui vend autant de relations que de produits à un public, et que très vite, les gens, s'ils aiment le média, ils deviennent une communauté. Ce qui, moi, m'étonne, c'est que toi qui viens de la télé, mais tu prends l'exemple de Laurence, tu prends l'exemple de Guillaume, vous venez tous de la télévision. Et on sait que la télévision aujourd'hui, l'âge moyen, tu le sais à peu près aujourd'hui C'est plus de 60 ans. D'accord. Tu l'as dit que Brut, c'est plutôt 75% qui ont moins de 35 ans. Et alors ça, quand on est toujours dans le travail d'une nouvelle entreprise, on essaie toujours de comprendre, et c'est toujours mieux de comprendre quand on parle de choses qu'on a déjà faites par le passé. Et là, tu as réussi une transition assez incroyable. Alors là, en contre toute attente, c'est que tu faisais un produit pour une population différente, sur un produit ce qu'on appelle linéaire. Et là, vous avez réussi à vous réinventer. Comment vous avez fait ça ? Parce que là, on est sur deux mondes quand même assez éloignés. Oui, mais pas tant que ça, en fait. Guillaume dit toujours, on croit souvent qu'il y a un débat médias traditionnels et nouveaux médias. Et Guillaume me dit, c'est pas vrai, le débat, c'est une nouvelle marque, ancienne marque. Moi, je pense qu'il a raison. D'abord, je pense qu'on a fait un chemin, mais qui s'est réinversé aussi, parce que en vrai, on a réussi grâce à la puissance de Facebook. C'est pas la mode de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que Brut n'existerait pas sans Facebook. Après, on s'est développé sur d'autres médias sociaux, sur d'autres réseaux sociaux, sur d'autres plateformes sociales. Et après, on a rejoint des couloirs qui sont du pur digital. Quand on travaille sur Google, on fait de la télévision sur le digital. Quand on a fait une application, donc on travaille avec Apple, c'est pas un réseau social. Et là, on va produire à la rentrée, au mois d'octobre, on produit un prime time pour France Télévisions, qui sera produit par Brut Nature, qui est un prime time autour des problématiques environnementales, qui est fait en collaboration avec la Fondation Nicolas Hulot. Donc là, c'est un média qui produit pour un média. C'est un média qui produit pour un média, oui, exactement. C'est ça. Mais vous savez, quand vous appelez aujourd'hui quelqu'un pour vous abonner à Canal+, ils vous disent, avant ils vous disaient, on vous loue un décodeur.
Et aujourd'hui, ils vous disent, si vous voulez, on peut vous louer aussi un Apple TV. Et puis, même si vous avez Netflix ou autre sur Apple TV, vous avez aussi une application qui est Canal. Donc la frontière, elle a bougé. Et très souvent, on s'est partagé le boulot. Laurent, qui est l'âme de l'éditorial, Laurent Lucas, qui est l'âme de l'éditorial de Brut, fait vraiment l'essentiel avec ses équipes. Guillaume fait beaucoup le business. Et puis moi, très souvent, quand on me dit, toi, tu fais quoi ? Moi, je dis, je fais des vidéos. Après, c'est bien d'avoir une expérience de comment raconter les vidéos. Alors après, c'est sûr que c'est pas le même instrument de musique. Hein. Vous savez, si Brut était une mélodie, on pourrait la jouer avec un violon, un piano ou une guitare. Ce seraient des distributions musicales différentes, mais ça resterait une mélodie. Est-ce que parfois encore aujourd'hui, t'es ébahi? On a donné les chiffres, je les répète, 6 millions de vidéos vues par jour. La réalité, c'est qu'il y a 25 millions d'utilisateurs quotidiens qui regardent des vidéos différentes de Brut. Donc en France, donc en gros, il y a à peu près un tiers des Français qui chaque jour vont interagir, parce qu'on parle d'engagement, c'est ça qui t'intéresse aussi beaucoup, sur un de votre média. Est-ce que tu es pas juste incroyablement étonné, ou est-ce que tu trouves que ce succès est légitime vu la qualité du travail que vous faites ? Comment tu expliques ce succès ? Est-ce que tu en es étonné ? Oui, bien sûr qu'on est étonné. Alors maintenant, on est habitué parce que tous les jours, moi, j'ai découvert deux choses très différentes que je connaissais pas du tout dans mon premier métier. C'est la remontée de data, qui est un outil clé pour nous. On n'est pas data-driven, mais objectivement, on travaille beaucoup avec ça. Et donc, on est habitué maintenant à analyser les data, à comprendre l'engagement et la manière dont on fonctionne. Donc, on sait un peu, même s'il n'y a pas de martingale. Après, ce qui a été clé, c'est le glissement vers les usages. Moi, je voyais les jeunes autour de moi prendre leur tablette, alors iPhone ou Samsung, Android ou iOS, faire un slide à droite avec leur pouce, et puis sur iOS, regarder l'Apple News, et sur Android, aller chercher une appli de news. Et je leur disais, mais en fait, votre journal, c'est Samsung, ou c'est Apple. Et en fait, c'est ça qu'ils regardaient. Donc vraiment, nous, on s'est calé sur ces usages-là. Ça, c'est une première chose. Sur le fait qu'ils regardent dans le métro, en mute, sur le fait qu'ils ne retournent pas leur tablette rectangulaire pour voir en horizontal, donc il vaut mieux faire du format carré, etc., etc. Donc nous, on s'est vraiment calé sur les usages. Et sur la narration, moi, je suis persuadé d'une chose. D'abord, il y a la place pour tout le monde. Nous, on engage la conversation. S'ils veulent avoir des informations plus détaillées en presse, à la radio, à la télévision, vraiment, ça sert à ça aussi. Donc, d'ailleurs, je fais aussi de la télévision. Donc, on était étonnés au départ. En fait, on a été étonnés tout au début. Au début, première semaine, on ouvre le média. Alors d'abord, moi, j'avais l'habitude, pour voir un média, il fallait avoir un diffuseur, louer un satellite. Enfin, il y avait quand même une usine à gaz et un financement important. Avoir une autorisation du CSA, une régulation, etc., etc. Avoir une fréquence, enfin, c'est pas pareil. Moi, j'ai lancé 2 chaînes. J'ai lancé LCI, et ça s'appelait Télévision, maintenant c'est News, avec le groupe TF1 puis avec le groupe Canal. Donc, je connaissais bien ça, le lancement de médias. J'en avais lancé 2 chaînes info. Et un jour, on a dit, on lance. Alors là, on a publié, on a fait clic sur notre iPhone, et puis ça s'est publié. Et là, on faisait 20 000 vues, 15 000 vues, 50 000 vues. Un jour, on a fait 100 000 vues, on disait, c'est génial. Et là, on était étonnés, c'est qu'un jour, on a une vidéo qui fait 500 000, 1 million, 2 millions. La même vidéo de 10 millions, elle finit à 14 millions. Ce qui est énorme. 14 millions de vues. Et ce qui a été clé pour nous, c'est que c'était une vidéo qui n'était pas une vidéo à destination française au départ, puisque c'était une vidéo très courte de Bernie Sanders qui taclait l'administration Trump au début du mandat de Trump. Bernie Sanders, c'est un type assez méconnu en France. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'on était en train de fabriquer un média global. Et moi, ce qui me sidère, c'est pas le fait de faire beaucoup de vues ou de faire beaucoup d'engagement, c'est le fait de globaliser le média. C'est le fait de faire que, tout d'un coup, la moitié de notre catalogue, il suffit de le traduire et il se partage un peu partout dans le monde. Et ça a été la grande découverte de Brut. En parlant de contre toute attente, tu travailles dans des médias français. C'est la même chose pour les cofondateurs. Tu fais toute ta carrière ici et tout d'un coup, tu dis, oui, je peux certainement développer un média global. Alors, comment tu as interagi avec ça ? Tu dis, c'est faisable, tu dis, c'est pas pour moi, tu dis, on va devoir embaucher les 5 bonnes personnes. Et après, tu ouvres l'Inde, les États-Unis, enfin là, ça va être l'Espagne, la Chine. Comment arrives-tu à t'internationaliser ? J'aurais pas pu tout seul. Parce que moi, j'ai un tropisme français. Là, pour le coup, c'est l'alliance des 4. Guillaume, il a fait ses études de la Croix, donc l'un des 4 dont tu parlais tout à l'heure. Il a fait ses études à New York. Donc, il est très américain dans sa culture, je dirais, universitaire. Il a l'habitude de ça. Il connaît bien les États-Unis. Et donc, lui, il m'a beaucoup aidé à pas être effrayé par la globalisation du média, parce que ça m'aurait effrayé.
Après, j'ai une équipe qui a l'habitude de monter des boîtes. On a monté des boîtes toute notre vie. Donc, c'était pas trop un gros sujet de se dire on engage des gens aux États-Unis et puis on monte un média. Non. Ce qui nous a étonné, c'est que ce qui est important, c'est pas tellement que le sujet soit du pays, soit domestique. Que ça soit passé dans la Creuse ou dans l'Oregon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, si moi je t'interviewe et que t'es pas connu en Inde, par exemple, Alexandre, si ce que tu racontes comme histoire, c'est universel, ça marchera en Inde. Alors là, tu parles d'un sujet intéressant, parce que ça, c'est ce que dit Guillaume Lacroix. Alors, c'est exactement ce que tu as évoqué ici. C'est qu'il parle de ces générations qui sont en fait des générations globales. Quand on parle de la génération de ces millennials, que ce soit les générations Y et Z, en fait, et tu dis la même chose, qu'elle soit à New Delhi, qu'elle soit à New York ou Paris, elle est intéressée par la même chose. Ouais, ça, c'est la grande leçon de Brut pour nous, c'est le principal. Oui, parce c'était pas la même chose pour notre génération. Non, mais si tu veux... Après, moi, je suis d'une génération où j'apprenais avec mes parents ou les profs. Ça venait d'en haut, c'était vertical, on apprenait comme ça. Ça m'a beaucoup aidé, mais c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, moi, mes enfants, si mon fils il veut un renseignement sur la Copa América et l'équipe de football du Chili, il va pas acheter un journal français, il va regarder un site chilien. Alors moi, je pense que le fait d'avoir dans la main un outil transportable, autonome, qui est connecté à N millions de sites de réseaux et d'informations, fait qu'ils apprennent en horizontal et que cette génération est en train de se globaliser. Puis il y a un autre sujet, moi qui ai connu des années très engagées politiquement, j'ai une époque post-68 où il y avait un grand engagement juste avant la chute du rideau de fer, etc., du mur de Berlin, avant que Solzhenitsyn raconte le goulag, les gens étaient très engagés à gauche, il y avait une vraie, ou à droite, mais il y avait en tout cas des vrais partis pris politiques. Après j'ai vu autour de moi une génération qui est la génération plus de la pub et du commerce, qui avait d'autres couloirs d'engagement, qui étaient vraiment dans l'économie de marché. Et là, je vois, et je pense que c'est beaucoup lié aux problématiques environnementales qu'on tirait ça et qu'on déverrouillait le système. Moi, je pense que la génération d'aujourd'hui, elle est très engagée. On parlait des millennials, mais les plus jeunes, là, les générations Z, les Gen Z, c'est la génération de Greta. Là, ils sont quasiment activistes. Je le vois vraiment, moi. Je suis père de jeunes qu'on stage là, je vois bien comment ça se passe. Ils sont très très engagés, ils sont très vertueux et ils considèrent que maintenant ils vont s'occuper eux-mêmes de leur planète parce qu'on leur a légué un énorme foutoir. Et donc je pense que ça, plus l'horizontalité de l'apprentissage des connaissances grâce à leur iPhone ou à Internet, fait que c'est une génération qui se globalise. Tu parlais tout à l'heure de Brut par rapport à ces grands médias. Il y a 10 ans, une institution comme TF1 avait 30% de part de marché. Ils ont perdu un nombre important de parts de marché. Ils ont quand même stabilisé à une vingtaine de pourcents. Mais où est-ce que tu vois l'avenir de la télévision, du média en tout cas télévision, entre Netflix et Brut? Comment toi tu l'imagines ce futur? Netflix, c'est pas un média. C'est une plateforme, pour moi, c'est pas une marque média. Pourtant, ils se définissent de plus en plus comme un média. Alors, ils pourront le faire, ils ont de quoi le faire. Moi, ma perception d'usager, c'est que pour l'instant, ils ont un line-up avec beaucoup de choses. Ils ont une multiplicité de choix telle que c'est difficile de distinguer ce qu'est le média dans Netflix. C'est une énorme marque très puissante. Moi, je consomme énormément Netflix, évidemment. Mais je suis certain que s'ils voulaient, si tant est que ça soit intéressant, de devenir un média, il faudrait qu'ils commencent à raconter leur line-up de manière différente que ce qu'ils racontent là, mais enfin c'est une perception, là moi je connais rien, c'est vraiment un truc d'usager. Justement, parlons de ces géants de l'info, France.tv, TF1 et autres, comment ils ont réagi à l'arrivée de Brut? France TV, ils ont été incroyables. L'aventure de Brut n'existe pas sans France Télé. En vrai, parce que moi, quand c'est pas la mode, il y a presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on vient de créer Brut, ça n'existe pas. C'est-à-dire, là, pour le coup, les gens me disent, c'est toi qui fais des petites vidéos sur Internet. Ça m'énervait, on me disait ça. Je disais, non, c'est pas tout à fait ça, mais on me disait, c'est ça. Et à ce moment-là, j'en parle à Delphine Arnault. Donc la présidente de France Télé. Et elle me dit, c'est super, j'ai envie de travailler avec vous sur ce sujet-là, et elle nous a accompagnés. Et tu avais déjà travaillé avec elle auparavant? Non, je ne la connaissais pas. Donc première rencontre, je ne connaissais pas Delphine Arnault. Moi, j'ai travaillé avant pendant 15 ans avec Rodolphe Belmer et j'étais heureux pendant 15 ans. Donc, après, ça s'est arrêté, mais... Donc, elle t'a, on va dire, tendu la main, en tout cas. Oui. Ouais. Non, vraiment. Et puis, du coup, non, vraiment, j'aurais pas pu faire sans elle. Et donc, quand ça commence à être un succès, qui chaque jour plus important... Mais pardon, ça m'étonne pas d'ailleurs que ça soit une de celles qui aujourd'hui disent il faut transporter un média comme France Télé et créer une transformation qui fait que ce média devient une marque média qui se transporte un peu partout. Ça m'étonne pas, parce qu'elle avait cette sensation-là. Et donc là, aujourd'hui, parce qu'il y a 3 ans, les gens regardaient en disant est-ce que c'est les petites vidéos, comme tu dis, que tu fais dans ton garage sur Internet.
quand ils se rendent compte que c'est un tiers de la population qui est engagée dans une journée avec ton média, comment ils t'en parlent? Ils sont fiers, ils sont contents, ils se comprennent Ils se pas, disent ça marche, ils sont contents, mais... Ils aimeraient bien que tu chutes? Non, bon après il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de ce type de compétition-là, non. Non, t'as raison, il n'y a pas de compétition. Non, mais il n'y a pas ça, c'est-à-dire que... non, parce qu'en plus, moi, dans les réseaux sociaux, il y a un truc qui est assez une expérience nouvelle pour moi, c'est le cross-post. C'est-à-dire que si toi, tu ouvres une page Facebook et que tu fais 500 000 vues, et moi, j'ouvre une page Facebook, je fais 200 000, on dit tous les deux qu'on a fait 700 000. Donc ça pousse à plutôt de la collaboration qu'autre chose, mais vraiment, c'est un moment... Et puis moi, si je faisais une émission à la télévision qui est mauvaise, je vais en faire peut-être une demain ou après-demain, on me dit c'est pas bon, et puis la presse m'en parle. Quand je fais une vidéo qui est pas bien en brut, elle disparaît du feed assez vite et personne ne m'en parle. Donc ça pousse plutôt à la collaboration, à la création, ça, les réseaux sociaux. Non, la réalité, c'est que les gens, on voit bien qu'il y a 2 milliards de gens sur la planète qui ont arrêté de regarder la télévision. Mais en vrai, les médias télé existent toujours très fort, ça existe. Il y a encore des droits majeurs qui appartiennent à la télévision. Moi, j'ai regardé la Coupe du Monde de football à la télé, donc tu as des moments de rassemblement. Et puis, c'est un média de destination, la télé. C'est-à-dire que moi, personne ne se dit « Ah, il est 21h, je vais aller me faire 2 heures de brut ». C'est pas comme ça que ça se consomme. À la télévision, ou sur une plateforme comme Netflix, ou sur Canal+, on peut encore dire ça. Moi, je pense qu'il va y avoir moins d'argent, quand même. Essentiellement, des revenus publicitaires. Mais parce que les revenus publicitaires bougent, nous on le voit bien, parce qu'on parle beaucoup aux marques, et on voit bien. Mais je pense que... Regarde, la radio est jamais morte, et les Français sont hyper nombreux à écouter le matin la radio. Alors, c'est un peu plus low cost, mais ça reste des médias de destination forts, où ils allument. Mais c'est des médias d'appartenance. Les gens se disent, je suis France Inter ou je suis RTL, quoi. Donc il y a un avenir pour les médias plus traditionnels. Mais c'est vrai qu'on voit quand même, que tu les vois avec tes enfants, mais dès que tu parles avec des jeunes de moins de 25 ans... ils ne savent plus ce qu'est une télévision, un programme classique. Si je dis à mes enfants, c'est quoi une télé pour vous, ils disent c'est le plus grand de mes écrans. Mais c'est la télévision. Donc les événements dont on a beaucoup parlé cette année, depuis quelques mois de ça, c'est Gilets jaunes. Brut a ajouté une corde à son arc. Le journaliste Rémi Buzine, chez toi, qui a commencé à diffuser les événements en direct, sans montage, sans commentaire. Alors un traitement impartial s'est traduit par une très grande sympathie des manifestants. Tu pensais devenir le média des Gilets jaunes ? Alors j'ai horreur quand on me dit que je suis le média des Gilets jaunes, parce que je suis pas là pour faire plaisir aux Gilets jaunes, donc ça m'énervait d'être le média des Gilets jaunes. Encore une fois, je pense pas qu'il y a de médias traditionnels, d'infos, entre autres, ou de nouveaux médias. Il y a des anciennes marques, des nouvelles marques, elles cohabitent. Ce qu'on voulait, en travaillant avec Rémi, c'était raconter des événements en live sur un flux. Là, ce qu'on n'avait pas imaginé, ce que Rémi peut-être avait lui problématisé de manière plus construite, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, il faudrait que je lui en parle, mais c'est que avec un iPhone, on est à la fois producteur, éditeur de son propre contenu, commentateur et diffuseur. Et que par ailleurs, Rémi, il est de l'autre côté de l'iPhone. On ne le voit pas. Donc forcément, la sémantique du Facebook Live, avec Rémi Buzine dans le cas des Gilets jaunes, elle provoque une construction narrative extrêmement différente d'un média traditionnel. Mais c'est pour des raisons de fabrication. C'est sûr qu'un journaliste qui relate un événement en disant « il s'est passé ça », et là il y a des images qu'on a construites en off, qu'on met par-dessus lui, etc., c'est une structure très différente. Donc c'est pas pareil. Donc ça, évidemment, dans un monde où on suspecte, moi je pense à tort, mais on suspecte en permanence les chaînes d'orienter leurs angles et de ne pas raconter la vérité, on a le sentiment, à juste titre peut-être aussi, que le fait de ne pas interrompre le flux, d'être au milieu, ça crée la vérité. Après, moi, j'ai été très critiqué par d'autres gens qui disaient « Oui, mais alors le fait de ne pas faire de montage, ça veut dire qu'on n'a pas d'engagement, on ne problématise pas, c'est pas intelligent, c'est du no comment, etc. » Donc, c'est très particulier. Moi, ce que je crois surtout, c'est que c'est un usage très différent de la consommation d'un événement. C'est qu'au lieu de voir un événement résumé, relaté, par des journaux qui sont par définition linéaires, vous avez rendez-vous à 18h avec un journal. Et d'ailleurs, quand un journal se met en direct parce qu'il y a un événement, ça devient atypique, on appelle ça du breaking news. Par définition, il n'y a pas de breaking news sur Brut, puisque par définition, on est en live tout le temps. En tout cas, vous avez été extrêmement vus. Je me souviens, ces chiffres, tu me le rappelles, combien de personnes le samedi ? C'était quel samedi ? C'était le deuxième samedi, c'est un marqueur, novembre, parce que oui, novembre, parce que l'acte 2 des Gilets jaunes, je crois que BFM faisait pas loin de 20 millions de téléspectateurs, et nous, on était à 22 ou 23 millions
quelque chose comme ça. Mais c'était particulier parce c'était une grosse manif. Pour ces deux médias, c'était... Et après, le sujet, c'est que nous, on a testé autre chose en faisant du direct, c'est que les vidéos de Brut sont evergreen, c'est-à-dire que c'est quand même un podcast qu'on peut écouter quand on veut. Là, une vidéo de Brut, elle est visible quand on veut. On n'a pas rendez-vous avec. Là, c'était particulier pour nous, c'est qu'on était dans une forme, étrangement, de linéarité de notre média, ce qui était une expérience nouvelle pour nous, parce qu'on avait rendez-vous à telle heure et qu'il y avait un direct. Et donc, de ce point de vue-là, on était dans des rendez-vous plus traditionnels. Tu l'expliquais, mais j'ai un mec qui te posait une question là-dessus. Quand tu produisais et tu réalisais des émissions, par exemple pour le Grand Journal, l'émission était à peu près à 100 000 €. Tu viens de l'expliquer, pour ce direct qui durait toute une journée ou quelques heures avec le journaliste sur sa moto ou à pied, il filmait avec un smartphone. Alors je mets smartphone plutôt qu'iPhone parce que je ne suis pas un grand fan d'Apple jusqu'au jour où ils décideront de payer leurs impôts. Donc disons smartphone. Le point important, c'est qu'est-ce que ça te dit de l'évolution de notre rapport à l'information ? Le fait que chacun peut devenir journaliste. Moi, je pense que... Non, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que d'abord, la réalité de l'information, qu'elle soit véhiculée par Brut en direct avec un journaliste formidable comme Rémi Buzine ou un journaliste sur un média d'info traditionnel, enfin continu, comme les chaînes d'info continu, je pense que le sujet, il n'est pas la différence entre les deux. Le sujet, il est, quand vous êtes consommateur d'infos, vous voulez avoir un tiers de confiance. C'est ça qui est important. Ou ce tiers de confiance, c'est une marque qui est une chaîne. Je regarde le Grand Journal, ils me disent que tel artiste est formidable, que tel film au Festival de Cannes est formidable, je le crois. Parce qu'ils aiment le cinéma et que j'ai confiance en eux. Je regarde Rémi Buzine, il est dans une posture de live où à un moment donné il se met là, en direct, je crois, parce que je lui fais confiance. Parce que j'ai confiance dans un média qui s'appelle Brut. Et d'ailleurs, j'ai tellement confiance qu'il suffit que je poste mon commentaire pour qu'il soit publié et je peux échanger. Donc je deviens l'acteur principal de mon propre média. Donc, il y a deux choses. Il y a, est-ce que le tiers de confiance, il est suffisamment puissant pour moi pour que je le croie ? Ça peut être un journaliste, une marque média, un flux, peu importe. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'une certaine manière, alors c'est la particularité des réseaux sociaux et notamment de Facebook, je suis membre participant de ce média, puisque moi-même, je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Donc Brut se définit comme un média d'information. Tes vidéos et vos vidéos sont très synthétiques sur le réseau. La moyenne, c'est 3 minutes. Alors, ça a tendance à se rallonger, mais parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la consommation se rallonge et que nous, aujourd'hui, on était partenaire du Festival de Cannes il n'y a pas longtemps, on faisait des vidéos de 7-8 minutes. Et puis, encore une fois, Rémi Buzine, quand il est en direct, il fait 20 heures. Ah, voilà. Bon, là, à part le direct. Est-ce que Brut peut être le seul moyen d'information, selon toi ? Est-ce que tu penses que 3 minutes, ça suffit pour être informé ? Est-ce que tu penses que c'est la nouvelle manière de consommer l'information ? Ouais. Alors après, il faudrait qu'on fasse un dégagement sémantique sur le mot information. Moi, je pense que Brut, c'est pas seulement une manière d'information. D'ailleurs, je pense que Brut, il crée... C'est pour ça qu'on est un média où on dit toujours, nous, ce qui est important pour nous, c'est de générer des conversations. Ce qui est important, c'est que d'ailleurs, on met souvent... C'est l'engagement, tu dis. Oui, et souvent, d'ailleurs, on source en disant, tiens, on a vu ça sur tel journal, allez le voir, regardez ça. On est très transparent chez Brut sur qu'est-ce qu'on raconte, d'où on sort les sources, comment on les fabrique. Et ça, c'est clé. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a à tort, je pense, une suspicion sur d'où vient l'information, qu'est-ce qu'on nous raconte. Je pense qu'il y a une théorie du complot permanente sur les médias qui est un peu trop radicale et qui ne veut pas dire grand-chose. Là, et puis, on voit bien que... Et puis, ça ne dérange pas les gens. Par exemple, c'est drôle, on ne dit pas ça à la radio. Traditionnellement, en France, les radios, elles ont un territoire politique ou social. En vrai, on voit bien quel est le territoire d'RTL, quel est le territoire de France Inter, on sait bien ça. Ça dérange personne, c'est pas grave, on le sait. On sait qui parle et d'où on parle. Ce qui est important dans la vie, je suis là en face de toi, c'est d'où tu parles. Donc moi je parle en tant que, par exemple, de patron de Brut. Donc je suis partie prenante. Donc voilà, je suis pas un journaliste qui va critiquer Brut. On voit bien d'où on parle, mais les gens le savent. T'as dit, je reçois le fondateur de Brut, c'est clair. Les radios, je vois jamais de bashing des radios sur le thème, c'est quand même incroyable. Ils nous parlent de ce point de vue-là. Oui, ils l'ont dit, c'est transparent. Ben, c'est pareil pour les télés, on le sait, d'où elles parlent, on le voit bien, on connaît les journalistes, on le sait. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est que de Brut, c'est pas tellement ça, c'est plutôt sur la manière d'informer, puisque c'est ta question, c'est nous, ce qu'on voudrait, c'est encore une fois, pas forcément informer au sens où on vous apprend quelque chose, c'est on vous met en contexte d'un événement, et si nous, on a une plus-value éditoriale sur vous n'aviez pas vu ça, vous ne l'aviez pas vu comme ça, on vous le raconte. Par exemple, sur les fake news, moi, je dirais jamais dans Brut, enfin Laurent Lucas, c'est le métier et le talent, dira jamais
ça c'est juste, ça c'est faux. Il dira, regardez comment ça s'est passé, c'est pour ça que vous êtes trompé. Mais je ne vous dirai pas, vous êtes trompé. On vous raconte le cheminement et vous pouvez en parler après. On a parlé de radio, de télé, les médias en ligne cartonnent, Brut en est la preuve, ça ne t'empêche pas d'être actionnaire de Society Magazine. Tu crois toujours au futur de la presse écrite ? Oui, beaucoup. Tu sais, moi je pense que si je te fais une interview, ça passe à la radio. Tu es content, tu dis tiens, il y a des trucs intéressants pour moi, je suis content parce que ce que je voulais dire c'est perçu. Si c'est écrit, c'est pas pareil. Si c'est écrit, c'est plus valorisant. Moi je pense qu'il y a une premiumisation, j'ai pas d'autre mot, de la parole sur un média écrit, c'est-à-dire sur du papier, qui est quand même qui est plus importante. Donc je pense que la valeur de ce qui est écrit est pas la même que la valeur de ce qui est dit. Pour revenir sur Society, il y a autre chose que la réalité de est-ce que c'est bien ou pas. Il y a l'aventure entrepreneuriale. Bien sûr. C'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez Franck Hanez, mais je recommande de l'avoir à ce micro-là un jour. C'est un type formidable. Quand on a la chance d'avoir un type comme ça, qui a l'air de rien, il est jeune avec sa casquette, on se dit que c'est pas... Et que c'est un immense patron de presse, qui a des sensations incroyables, et il fait un super canard. Donc, il y a autre chose parfois que la réussite, je dirais, en puissance du média qui compte. Il y a l'objet. Bien sûr. Et Society, c'est un super objet. Le bilan de Brut après 3 ans d'existence est épatant. Tu dis que tu t'ennuies très vite. C'est quoi ton prochain challenge ? Ah oui, parce que j'ai encore faim. Je dis pas. Tu dis pas. Non. Il y en a un. Oui. Il y en a un. D'abord, on est adolescents, nous, de Brut. Donc, j'ai pas fini avec celui-là. On a quand même, notre enjeu, c'est quand même de continuer à se globaliser de manière intelligente. Et on a un gros enjeu. Et donc, on n'est pas du tout au bout du chemin de Brut. Et on a le temps. Vous voyez indépendant longtemps ? Vous pensez qu'un média comme Brut peut être indépendant ad vitam ? D'un point de vue actionnarial ? Oui. Non. À un moment ou à un autre, vous allez devoir vous adosser. Ou alors, on arrive à... Après, c'est un jeu très compliqué de l'entreprise. Moi, c'est une expérience nouvelle pour moi. C'est que j'aurais aimé pouvoir être rentable suffisamment vite pour être indépendant. De tes choix, indépendant de tes choix, c'est ce que tu veux dire. Ah, pardon, non. Je parlais d'indépendant actionnaire d'une manière actionnariale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais rentable tout de suite, je pourrais très bien vivre comme ça. Je pense que j'ai quand même besoin de l'extérieur et d'apports extérieurs pour pouvoir... m'aider à générer la croissance qu'a Brut, qui est énorme. Mais à terme, parce que là tu peux trouver des financiers, et vous avez déjà trouvé, et vous en continuez à trouver, est-ce que tu penses que plus que ça, tu peux créer, comme Vice a essayé de créer, Vice Media, un média en tant que tel, et pas forcément être acheté par Disney. Est-ce que tu penses que tu peux vivre... Oui. J'espère que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Être indépendant. Oui. D'accord. Ce qui est quand même assez à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde de l'Internet, où l'objectif, c'est plutôt aller assez vite vers une acquisition, une introduction en bourse. Oui, donc mais après, moi, j'ai bossé très longtemps dans des médias dits traditionnels, bien que j'aime pas ce terme-là. Quand je bossais à TF1, il y avait des enfants de la radio qui dirigeaient TF1, c'était que des journalistes. Ils ont dû faire croire à tout le monde qu'ils savaient diriger des entreprises mais ils n'avaient fait ni le NA, ni HEC, ni école de commerce. Ils étaient journalistes. C'était des mecs qui venaient d'RMC ou d'Europe 1. Et quand je bossais avec Étienne Moujotte, à part son propre choix à lui, lui, il faisait ce qu'il voulait. Il était indépendant de tout. Il décidait de faire un breaking news pour aller faire quelque chose, il le faisait. À Canal, c'était pareil. Donc, fait qu'il y ait un gros actionnaire, moi, j'ai jamais senti dans des médias télé que la présence de l'actionnaire. Jamais. Merci Renaud. Nous allons terminer ce podcast par un quiz. 2 propositions. Tu en choisis une des 2. Tu expliques ou pas ce choix. Hôtel Coste ou La Croisette ? La Croisette. Cinéma ou télé ? Cinéma. Révolution permanente ou Ensemble tout devient possible ? Les 2. J'ai du mal à choisir là. Est-ce que tu peux expliquer les 2 ? Parce que j'ai jamais rien fait tout seul dans ma vie. Après, c'est un slogan de campagne de Nicolas Sarkozy, Ensemble devient possible, c'est pour ça que je suis hésitant. Et la révolution permanente, tu parlais de la jeunesse. J'en viens, moi, j'étais étudiant dans les années 75-80, donc on était quand même, c'était ma vie. Ouais. Jean-Michel Apathy ou Rémi Buzine ? Ah, c'est très dur ça. Oui. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est très dur. Je vais être très franc. Jean-Michel Apathy est un ami, et ça a été l'une des très belles expériences de ma vie que de travailler avec ce mec-là.
Comme ça, c'est dit. Vraiment, c'est un type incroyable qui devrait raconter un peu d'où il vient et ce qu'il a fait parce que c'est étonnant. Après, il incarne, j'imagine pour vous, là, donc, puisque vous opposez les deux, il incarne un journaliste traditionnel puis un journaliste New Look comme Rémi Buzine. Mais encore une fois, c'est pas une réponse de Normand. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas à l'opposition des médias traditionnels et des médias non traditionnels. Je pense qu'il y a de nouvelles marques, anciennes marques. Jean-Michel Apathy, demain, il peut redevenir une nouvelle marque. Éternel insatisfait ou perfectionniste? Éternel insatisfait ou perfectionniste? Ou perfectionniste. Non, perfectionniste, je suis pas insatisfait. Perfectionniste. Producteur ou chef d'entreprise? Aujourd'hui, chef d'entreprise. Xavier Niel ou Vincent Bolloré? Xavier Niel. Marionnettiste ou protagoniste? Ah, ça s'oppose pas, ça. Les deux. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Michel Denisot ou Antoine Decaune? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le même âge, c'est pas les mêmes. Tu dois en prendre un. Ça dépend pour quoi faire. Après, c'est deux potes, hein, c'est dur. Hein. C'est super dur, ça. C'est la question pourrie pour moi, parce que comment répondre à ça? C'est très dur, parce qu'Antoine, je l'ai connu avant Michel. Je pense que quand je faisais de la musique en Australie et que j'envoyais mes portages, vraiment, c'est le premier avec qui j'ai fait ça. Et c'est le premier que j'ai regardé à la télé, je crois, vraiment. C'était héroïque. Et c'est devenu un ami assez vite. Pas facilement, parce que je faisais les Césars avec lui et qu'il m'impressionnait beaucoup. J'osais pas. Et Michel, le même parcours un peu après. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a ouvert la porte de Canal et de son bureau quand c'était pas la mode à Canal. Moi, j'arrivais de TF1. Donc, quand on arrivait à Canal et qu'on avait fait travailler à TF1, on était considéré pas comme le mec le plus intelligent de la Terre. Ou pas le plus branché, ou pas le plus moderne. Et lui, il m'a ouvert la porte de son bureau. J'ai commencé en faisant Monzinite à moi avec lui. Donc Non, je sais pas, parce que moi, j'arrive à un moment de ma vie où il y a des moments, il y a des âges, tu verras, où on se retourne. Pas tellement sur qui on est, mais avec qui on a vécu. Et c'est vraiment une réponse. Je peux pas être plus sincère que ça. Si je me retourne, vraiment, j'ai une photo dans mon iPhone, j'ai les deux quand ils étaient jeunes. Si je me retourne, ils font partie de mon histoire personnelle et professionnelle. Et c'est super dur. C'est comme si tu me demandais de choisir entre ma femme et mes enfants, quoi. C'est impossible. Donc allez, Michel Decaune alors. Esprit Canal ou esprit brut? Je crois pas qu'il y a pas un esprit brut. Il y avait un esprit Canal, au sens où il y avait une culture dominante à Canal qui était très présente, dont on s'est moqué après à tort. Brut, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'autre formule, c'est pas un esprit, c'est une mélodie. Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À la prochaine.